d'accord sur rien avec lui. Bravo. Celui qui veut légaliser les drogues douces, je sais que moralement, je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Celui qui est capable d'échanger des centrales nucléaires contre des circonscriptions, je sais que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Mais à l'inverse, bien sûr, celui qui veut faire la guerre aux pauvres, je sais aussi que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. Celui qui croit que tout s'achète et que tout se vend, je sais aussi que je ne serai jamais d'accord sur rien avec lui. L'honnêteté, ça se vend. L'honneur, ça se vend. Le patriotisme, ça se vend. La dignité, ça se vend. Non, ce qu'ils pensent, je ne serai jamais d'accord sur rien avec eux. Oui, la politique, cela commence, mes chers amis, par des choix très simples. Et si l'on refuse d'aborder ces choix simples, comment penser un instant que les Français vont accepter de nous écouter? Oui, la politique, cela commence par des choix de valeurs. En 2007, Nicolas Sarkozy a fait campagne d'abord sur des valeurs. La valeur du travail, la valeur du mérite. Tout ce qu'il a proposé découlait de ces valeurs. Tout ce qu'il a fait depuis, il l'a fait au nom de ces valeurs, dans des circonstances dramatiques qui lui ont donné raison parce qu'au fond, la crise, il faut la regarder aussi comme la conséquence de l'oubli des valeurs du travail, du mérite, au profit de la spéculation et de la rente. Qu'avons-nous à sauver? Sur quoi allons-nous reconstruire? Que voulons-nous pour nous et pour nos enfants? Comment trouver la réponse quand on se trompe de diagnostic? Comment trouver la réponse quand on ricane en entendant parler de politique de civilisation? Comment trouver la réponse quand le seul critère qu'on applique au choix d'une politique, c'est de savoir si elle est de gauche ou de droite? Vous vous souvenez du général de Gaulle? La France, c'est pas la droite, la France, c'est pas la gauche, la France, c'est tous les Français. Et Charles Pasqua, il disait, j'essaie de vous le faire avec l'accent, mais pas sûr de réussir, si être pour la justice sociale, c'est être de gauche, je suis de gauche. Si être pour l'ordre et la sécurité et l'autorité, c'est être de droite, eh bien, je suis de droite. Eh bien, moi aussi. Oui, ils ont ricané. Et oui, le président de la République a essayé de faire une politique qu'on n'avait jamais faite depuis des décennies. Oui, une politique de civilisation. Il a lancé le Grand Paris. Il a lancé l'Union pour la Méditerranée. Il a lancé dans le monde la croisade pour la moralisation du capitalisme financier, pour la régulation de la mondialisation. Oui, il pense que la culture, c'est un atout. Il pense que la culture, c'est une ressource. Il pense que la culture, c'est un élément décisif de la richesse d'un pays. Oui, il pense que l'identité, c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire pas seulement d'un point de vue politique, pas seulement d'un point de vue social, pas seulement d'un point de vue humain, même d'un point de vue économique. Parce que qu'a-t-on à échanger avec les autres quand on n'a plus rien de différent des autres? Oui, l'économie, ça se fonde sur une certaine idée de la nation. Oui, la solidarité aussi. Comment partager avec le voisin si on n'a plus rien en commun avec lui? Oui, une politique de civilisation qui embrasse tout, la culture, qui embrasse tout, la culture, l'école, l'économie, la société. Oui, nous en avons besoin parce que les questions d'aujourd'hui sont celles de l'État, de la nation, de la République et des valeurs. 5 ans passés à tenter de reconstruire au milieu des pires épreuves. Et ils font comme si rien ne s'était passé. Mais où étaient-ils? Mais que disaient-ils? Mais quand ont-ils soutenu ces efforts? Ils arrivent aujourd'hui en nous expliquant qu'il faut réguler la mondialisation, taxer les transactions financières, changer l'Europe. Mais où étaient-ils quand le président de la République se battait pour tout cela, sans se demander encore une fois si c'était une politique de droite ou une politique de gauche? Je vais vous dire mon sentiment profond, c'est que nous commettons peut-être, ou nous commettrions en tout cas une erreur, à ne parler qu'à nos adversaires. Parce qu'au fond, pour ceux qu'ils ont à dire, le débat risque de tourner court assez vite. Et si nous parlions d'abord aux Français, et en particulier à cette France que j'appelle moi la France du non, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette France ultra-majoritaire
qui est composé de tous ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle de leur vie, tous ceux qui ont le sentiment qu'on décide à leur place de leur propre existence, de leur propre destin. Ce ne sont pas seulement les Français les plus démunis, ce ne sont pas seulement les chômeurs qui cherchent du travail et qui n'en trouvent pas, et pas seulement la mère de famille qui a du mal, qui n'a pas de travail, qui a du mal à élever ses 3 enfants, non. Non, c'est aussi le travailleur pauvre qui a beau travailler beaucoup et qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois. C'est aussi l'agriculteur qui vit dans l'angoisse qu'un spéculateur à l'autre bout du monde fasse baisser les prix de sa récolte et ne lui permette plus de vivre. C'est le médecin généraliste qui voit son statut depuis 30 ans inexorablement se dégrader. C'est le professeur d'université qui n'est plus rien dans la société. C'est le cadre dont la situation, le statut dans l'entreprise n'a cessé de se détériorer, qui auparavant était lié au destin de l'entreprise et qui aujourd'hui se fait licencier comme n'importe quel autre salarié. C'est celui qui attend dans l'angoisse de savoir si, quels que soient les efforts qu'il peut faire, son entreprise ne va pas être délocalisée en Chine ou ailleurs. Cette France, elle est ultra majoritaire. Tous ces Français qui ne contrôlent plus leur propre vie, ou du moins qui ressentent cette perte de contrôle, cette dépossession, qui ont ce sentiment qu'ils ne décident plus rien, qu'on ne leur demande pas leur avis, qu'on ne tient pas compte de leurs difficultés, de leurs peines, de leurs souffrances, de leurs aspirations. Oui, ce sont tous ces Français qui forment ce que j'appelle la France du non, qui n'est pas seulement la France du non à Maastricht ou du non à la Constitution européenne, mais qui est la France de tous ceux qui ont le sentiment qu'ils n'ont plus d'autre refuge pour leur exprimer leur liberté que celle du non. La seule expression qui leur reste de leur liberté, c'est de dire non et de dire non à tout. C'est à cette France-là que nous devons parler. Cette France-là, qu'est-ce qu'elle demande? Cette France-là, elle demande à être écoutée. Elle demande à être comprise. Elle demande à être entendue. Et elle demande qu'on lui réponde. Oui, cette France du non, il faut la respecter. Cette France du non qui est dans les villes, dans les banlieues, dans les campagnes. Cette France du non qui se sent délaissée, il faut lui parler. Lui dire que lorsque le président de la République se bat contre la crise, contre la récession, contre l'éclatement de l'euro, oui, il se bat d'abord pour elle. Cette France du non, il faut lui expliquer que lorsque le président de la République se bat pour une Europe qui protège, se bat pour la taxation des transactions financières, se bat contre la spéculation, se bat contre la mondialisation, celle d'être une mondialisation sans règles, celle de laisser le champ libre à ceux qui ne respectent aucune règle, eh bien, il se bat d'abord pour cette France qui souffre, parce qu'elle veut vivre de son travail, de son intelligence, de son talent, et qu'elle n'y arrive plus. Rendre aux Français la maîtrise de leur destin, pour réconcilier la France du oui et la France du non, parce qu'il n'y a qu'une seule France, et que nous sommes tous comptables de son avenir. Rendre la maîtrise de leur destin aux Français, telle a été depuis 4 ans et demi la préoccupation constante, la ligne que le président de la République a tenue, sans dévier, au milieu d'épreuves sans précédent, au milieu d'une crise telle que le monde n'en avait pas connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est battu au G20, il s'est battu en Europe, il s'est battu à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, reconstruisant peu à peu les outils par lesquels l'État pouvait agir et que l'on avait démonté droite et gauche confondus depuis 30 ans. Il a préparé l'avenir. OSEO pour financer les PME, le Fonds stratégique d'investissement, le Fonds souverain à la française pour protéger nos entreprises, le grand emprunt pour financer les investissements d'avenir. Oh, je me souviens ce que disait la gauche. Elle disait, mais vous êtes endettés, vous êtes en faillite, comment osez-vous parler d'emprunt? Et comment peut-on payer ses dettes si l'on n'investit pas? On paie les dettes d'hier avec les revenus de demain, les revenus de demain, ce sont les investissements d'aujourd'hui. Oui, c'était une grande transgression, le grand emprunt. Le président de la République l'a fait, et il l'a fait contre la pensée unique, contre le conformisme, il l'a fait contre une partie de la droite et contre toute la gauche. Oui, il a fait le Grand Paris en attendant, le Grand Lyon, le Grand Marseille, parce que nos métropoles et nos campagnes ont un destin lié et non pas opposé. Oui, l'Union pour la Méditerranée, c'était prémonitoire et non pas absurde. Oui, il a sauvé notre agriculture en investissant dans la production, dans l'industrie. Oui, il a préparé l'avenir. C'est vrai, la crise a tout brouillé. Elle a brouillé tous les résultats. C'est vrai,
Elle a mis en valeur les qualités de l'homme d'État, mais elle a brouillé la perception. Elle a accru les difficultés des Français, différé les résultats. La situation est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 4 ans, et il faut encore répondre à l'urgence. Mais il faut aussi préparer, construire l'avenir, construire ce nouveau cycle économique, ce nouveau modèle de croissance qui reposera davantage sur le travail, qui sera un cycle de désendettement, ce nouveau cycle de croissance verte et de croissance numérique. Cet avenir, nous ne le construirons pas sans la France du non, ni a fortiori contre elle. Oh, il ne s'agit pas de faire une politique de clientèle comme font les autres. Il s'agit d'abord et avant tout de rendre à la France du non la République. Oui, la République, soit lourde de conséquences, mais absolument décisive pour l'avenir. Oh, j'ai bien vu, nos adversaires en parlent de la République. Mais essayons de comprendre ce que cela signifie d'abord, avant de parler d'eux. La République comme système de valeurs, la République comme morale, la République comme capacité à maîtriser son propre destin, car c'était d'abord ça, la République, un système par lequel on maîtrise sa vie, un système qui vous permet de contrôler votre propre vie, d'en décider en fonction de votre mérite, de votre travail, de votre talent. Oui, il nous faut reparler de la République sérieusement. Comment mieux la toucher du doigt, cette République, que par nos souvenirs d'enfance qui nous font apercevoir à quoi nous devons ce que nous sommes. Je voudrais évoquer devant vous un livre qui m'a beaucoup ému. C'est le premier homme de Camus. Vous savez, ce dernier livre inachevé qu'on a trouvé dans sa serviette, dans la voiture accidentée où il venait de mourir. Il y évoque son enfance d'enfant pauvre à Alger, dans l'entre-deux-guerres, entre sa mère et sa grand-mère. Et il se souvient de ce jour où, à l'école, on lui fit remplir cette fameuse fiche qu'on faisait remplir jadis aux enfants des écoles, les professions du père et les professions de la mère. Son père était mort à la guerre avant sa naissance. C'était pas difficile à remplir, la moitié de la classe était dans la même situation. Et pour la mère, c'était beaucoup plus difficile. Sa mère était femme de ménage. Et le jeune Camus hésita un moment, n'osant pas mettre femme de ménage. Après avoir longtemps réfléchi, il écrit domestique. Et il dit cette chose extrêmement émouvante. Il dit, ce jour-là, pour la première fois, j'ai éprouvé de la honte, et la honte d'avoir eu honte. Eh bien, un républicain, c'est quelqu'un qui est ému, pour moi, par un témoignage de ce genre. Monsieur Hollande a cité Monsieur Germain, l'instituteur de Camus, dans son discours du Bourget. J'y reviendrai, mais cet instituteur, il était la personnification de la République. L'instituteur, à la fin de l'année, dans la dernière classe de l'école primaire, il sélectionne 5 enfants, il leur dit, voilà, je veux vous présenter au concours des bourses, 5 enfants de familles modestes. Allez demander l'autorisation à vos parents, et dès demain, je vous aiderai à préparer le concours des bourses. Le lendemain matin, 4 élèves reviennent avec l'autorisation des parents, et le 5e, le petit Camus, sans l'autorisation de ses parents, de sa grand-mère et de sa mère, parce que, certes, la bourse couvre les frais scolaires, mais la famille n'a pas d'argent, et elle a besoin que petit Camus se mette à travailler. 12 ans, c'est déjà très tard pour se mettre à travailler. Et M. Germain prend sa canne et son chapeau, va voir la mère et la grand-mère, et arrive à les convaincre de laisser le petit Camus passer le concours des bourses. Et c'est vrai, Camus écrira au lendemain de son prix Nobel à M. Germain pour lui exprimer toute sa reconnaissance, une lettre absolument admirable. Je voudrais évoquer aussi, toujours pour comprendre, pour essayer de sentir ce que cela signifie, la République. Je voudrais évoquer la mémoire de Philippe Séguin, dont la mort a tant ému les Français, à cause non seulement de ce qu'avait été sa vie politique, mais surtout de ce qu'il incarnait, du parcours républicain,
de ceux qu'il devait à la République et dans lequel tant de Français se reconnaissaient. Il avait cet ombrageux orgueil du pauvre, que tant de Français comprennent si bien, vous savez, l'orgueil de celui qui n'avait rien et qui a réussi à devenir quelqu'un par son talent et par son mérite, mais qui n'oublie jamais et qui se sent toujours dans son âme pauvre et qui compense ce sentiment par un orgueil très grand. Et la République, c'est la société dans laquelle tout le monde comprend ce qu'est l'orgueil du pauvre et le respecte. Voilà, tout ça c'était la République, celle qui m'a tout donné, celle qui vous a donné tout à la plupart d'entre vous.